Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, sur Mail Inside. Je suis Mélanie, je suis autiste et aujourd'hui on va parler du burn-out autistique. Le burn-out autistique, cet effondrement que l'on ressent, qui vient après des années ou des dizaines d'années à accumuler de la fatigue, énormément de fatigue, de la souffrance. Parce qu'on va avoir un masquage social constant. On aura appris pendant des années à sourire, suivant notre éducation, à se tenir droit, à regarder dans les yeux. On aura appris ce qui se dit, ce qui se dit pas, plus ou moins. Quand parler, quand se taire, en tant qu'enfant sage, bien conditionné, bien élevé, qui veut toujours bien faire, qui veut toujours être le premier de la classe, ne pas faire de vagues, surtout ne pas faire d'histoire. Donc on aura analysé, suranalysé les autres pour savoir quand rire, quand sourire, quand parler, quand se taire, comment agir. Quand il faut se lever, quand il faut s'asseoir, quand il faut dire bonjour, comment dire bonjour, tous les codes, et surtout cette espèce de visage avec le sourire de façade, ne pas montrer à quel point ça ne va pas à l'intérieur de soi. Prendre sur soi aussi, c'est-à-dire que pendant des années, on va s'adapter en permanence à des environnements changeants. On va s'adapter à des déménagements, à des changements d'emploi, à des changements de formation, à des changements de relations. Euh, Par exemple, j'ai eu 2 mariages, donc 2 divorces aussi, et d'autres relations que j'ai essayées amoureusement, sentimentalement, qui ont pas perduré. Donc du coup, il faut s'adapter à chaque fois à la personne, la découvrir, savoir ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait pas plaisir, ce qui la blesse, ce qui la blesse pas, ce qui la rend heureux, ce qui la rend pas heureux. Et en fait, c'est une adaptation constante pour faire plaisir à l'autre. Un état de sacrifice où soi-même on n'a aucune idée de ses envies, de ses besoins, ou alors on ne sait pas les exprimer, ou on les fait taire. Et nos limites, on ne les connaît pas. Ou alors on a une petite idée, mais on les dépasse. Et au final, eh ben, ça fait des relations qui ne fonctionnent pas, où ça se termine par une rupture, faute de se connaître, et faute de pouvoir donner les clés aussi à l'autre pour permettre de nous connaître aussi. Par exemple, pendant des années, quand j'ai vécu en couple, j'ai habité sous le même toit que la même personne, pensant faire comme tout le monde, et vivre ce quotidien toujours à deux ou plus si la personne avait des enfants, euh, dans un espace où en fait c'est pas son cocon à soi, et ne pas avoir non plus de chambre à soi, partager la chambre maritale, commune, conjointe. Chaque soir dormir dans un lit que l'on partage avec quelqu'un d'autre, s'adapter aux horaires de l'autre, au rythme de l'autre, manger en même temps que l'autre, prendre les repas voilà, le soir avec la personne avec qui l'on vit, choisir de tout le planning à deux en fait, au niveau de quand, comment faire les courses, le ménage, le quotidien. Si on aime que tout soit bien rangé dans un certain ordre, eh bien, il faut savoir s'affirmer et s'imposer. Ça peut créer des conflits, ou alors on le fait pas et on se retrouve débordé par quelqu'un qui peut être bordélique ou distrait, et du coup on retrouve plus soi-même ses affaires. Euh, c'est vraiment une adaptation constante dans la vie quotidienne en couple, où on se rend pas compte euh, à quel point on prend sur soi et à quel point du coup c'est pas normal, puisque on ne sait pas qu'on est handicapé, on ne sait pas qu'on est autiste, on ne sait pas qu'on a un fonctionnement qui est différent. Et du coup, on va être constamment en mode de survie. Et puis, on va masquer pour essayer de pas donner le poids sur l'autre de tout ce qui va pas, parce que l'autre va dire qu'on peut être maniaque ou titiller pour rien, batailler pour rien.
qu'on est en train d'en faire des caisses ou des tonnes pour pas grand-chose. On peut se faire piétiner sur ce qui nous blesse. Si on prend tout au premier degré, qu'on comprend pas forcément une certaine forme d'humour, l'ironie, le sarcasme ou quoi. L'autre, dans les relations amoureuses, peut taquiner, envoyer des pics, faire des blagues. Et en fait, ça peut nous blesser fortement. Donc là aussi, on peut masquer, faire semblant de rire, alors qu'à l'intérieur, ça nous blesse énormément et qu'on comprend pas pourquoi l'autre il nous a dit ça et qu'on se dit que l'autre il est méchant. Qu'il est censé nous aimer, nous respecter, être bienveillant, prendre soin de nous, et au final, il est là en train de nous balancer une pire crasse dans la tronche et en rigoler, et puis il nous fait croire qu'il faut en rire. Et puis on n'ose pas dire que c'est pas drôle, parce que apparemment tout le monde trouve ça drôle, parce que quand la personne invite ses amis, ses couples d'amis, on voit bien que tout le monde se tire dessus à balles réelles et que c'est censé être rigolo. Donc là aussi, on va s'adapter aussi avec les amis des autres. On va essayer de se faire des amis au travail ou avec le voisinage ou si on fait une activité sportive ou quoi, mais on n'aura pas les codes. Donc on va essayer de faire ce qu'on a appris, ce qui se fait, d'inviter à l'apéro, d'inviter à un repas. Et en fait, on va se forcer comme ça à avoir du monde, à créer des relations, à entretenir des relations, à prendre tout le temps sur soi parce qu'on voit bien qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas comme les autres, mais on comprend pas trop pourquoi. Même si on fait diverses recherches. Si on va voir des psychiatres, certains peuvent dire quand on est épuisé, qu'on est dépressif, d'autres vont dire qu'on est cyclotimique. Si on n'arrive pas à prendre sur soi constamment et qu'à un moment donné ça pète et qu'on fait des crises autistiques type meltdown ou shutdown, donc si on fait des crises en mode effondrement où on pleure, sans pouvoir s'arrêter, sans qu'on puisse nous toucher ou nous parler, ou si on fait des crises du coup à crier sur l'autre parce que on a tellement tout retenu depuis des jours ou des semaines ou depuis tant de réflexions qu'on s'est prise dans la tronche ou autant de maniaquerie qu'on a essayé de faire taire et en fait on n'en peut plus de voir ce désordre et tout et à un moment donné on va péter un câble et on va vraiment criser et se mettre en colère. Chez les personnes neurotypiques ça va être une forte colère, ce qui s'énerve. Nous ça va être une rage qui nous transcende et qui va parler à notre place et on peut avoir une violence verbale énorme, une violence physique énorme sur la personne, sur les objets, sur les portes, ce qu'il y a à portée de main. On peut tout fracasser. C'est tellement violent en fait ce qu'on vit que cette violence, on la maîtrise pas et on va la reporter sur les autres et exploser comme ça. Et du coup, on peut passer pour instable. Donc des psychiatres peuvent dire qu'on a une humeur labile. D'autres psychiatres peuvent dire qu'on est hypersensible. D'autres psychiatres peuvent dire qu'on est HPE, au potentiel émotionnel. D'autres psychiatres peuvent dire qu'on est bipolaire, cyclotimique, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Il peut y avoir les diagnostics de borderline aussi. Sachant qu'on peut avoir des maladies psychiques associées à l'autisme aussi. Mais ceux qui ne savent pas qui ne savent pas comment déceler l'autisme chez les patients, ils vont sortir toutes sortes de diagnostics qui vont faire qu'on peut avoir des traitements médicamenteux, des antidépresseurs, des antipsychotiques, des traitements de l'humeur pour stabiliser l'humeur, qui vont au final être plus dangereux qu'autre chose parce que en fait c'est pas ça le problème. Ça va être des conséquences ou des symptômes, mais c'est pas la cause du problème. Nos façons de réagir ou d'agir ou notre fatigue ou notre dépression ou notre crise ou notre pétage de câble, c'est parce qu'il y a d'autres choses. Donc au final on va encore reprendre sur soi, repartir sur un cycle où on prend sur soi, où on va essayer encore plus de s'adapter, plus de compenser. On va accepter les sorties, les fêtes de village, les fêtes dans le sud-ouest, les fêtes de Bayonne, accepter des endroits avec de la musique, du bruit, parce que le mari, le conjoint y va, parce que les amis y vont, parce que la famille y va, parce qu'on est sollicité, parce qu'il y a des manèges, toutes les fêtes, les anniversaires, les Noëls, etc. Donc on va s'adapter, compenser, masquer,
On va faire des efforts cognitifs pour pour trouver et pour garder un emploi. On va faire des formations. Euh, je sais que j'ai jamais vraiment trouvé ma place au niveau des métiers. Je croyais toujours que c'était le métier le problème ou quoi. Donc du coup, j'ai changé de formation, j'ai changé de métier, j'ai je sais pas combien de diplômes et de formations pour au final ne rien en faire parce que je ne suis pas capable de tenir un emploi. En fait, je ne suis pas capable de travailler jusqu'à même être à mon compte et ça marche pas non plus. En auto-entrepreneuse, ça marche pas non plus ou en conjointe collaboratrice, ça marchait pas non plus même si j'avais mes propres horaires, parce qu'il faut quand même parler avec des gens, parce qu'il faut quand même respecter un cadre avec des horaires, parce qu'il faut quand même fournir du travail, avoir de l'énergie pour fournir ce travail-là, quel qu'il soit. Et en fait, il y en a aucun qui me convient, il n'y en a aucun que je peux, parce que j'arrive à peine à survivre dans le quotidien, à me nourrir, à avoir une hygiène corporelle, à m'occuper des chihuahuas et à m'occuper du logement et des papiers ou quoi. Et puis voilà, la journée elle est terminée et on est épuisé. Euh, c'est déjà compliqué en fait, juste une journée lambda. Avoir un travail ou maintenir un emploi, c'est aujourd'hui, je sais, c'est impossible pour moi. Mais à l'époque, je fournissais des efforts monstrueux donc pour avoir la journée de travail, rentrer le soir, avoir aucun moment pour moi, avoir le conjoint, les animaux à s'occuper, les enfants des conjoints. Plus les tâches ménagères, logistiques et tout ça. Et en fait, c'était tellement trop en surcharge mentale, en surcharge émotionnelle, en surcharge affective. C'était énorme. C'était énorme. Et à force d'essayer de maintenir ces emplois, ces relations, euh, les déménagements, les déplacements, de faire face à tout ça, l'administratif, d'essayer de s'organiser au mieux dans tout et de n'avoir aucun temps pour soi, eh bien, on outrepasse largement, on dépasse nos capacités de récupération. On n'a aucun moment pour récupérer comme il faudrait, ou même dormir, avoir le bon nombre d'heures de sommeil ou notre rythme de sommeil. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effondrement de toutes les stratégies de compensation. Et cet effondrement de stratégies de compensation qu'on aura mis en place va créer ce burn-out où le corps dit stop, comme les personnes qui font les burn-out au niveau du travail, des emplois et qui ne peuvent plus du tout aller travailler. À un moment donné, donc voilà, le corps dit stop. Et même si la tête, elle a envie d'aller à une invitation ou elle a envie d'inviter les gens, le corps, lui, il dit non. Donc on peut plus se lever du tout de son lit. Ou si au début on va pas l'écouter, on va quand même un petit peu forcer, ça sera des énormes migraines, des nausées, des vomissements, des diarrhées, des douleurs de ventre terribles, des douleurs de dos, tout le corps qui fait mal comme si on avait une fibromyalgie. Les muscles, les nerfs qui sont complètement à vif, qui sont douloureux. Euh, Moi, ça me fait comme une intoxication alimentaire, donc j'ai vomissements, diarrhée, nausées et les états de fièvre, chaud, froid, chaud, froid. Des fois, c'est que le corps qui fait chaud, froid, et il n'y a pas de fièvre, et des fois, il y a de la fièvre même. Donc, le corps réagit à, à un manque de respect de soi-même, au fait qu'on a dépassé complètement les limites et que ça va plus du tout. Et généralement, c'est à ce moment-là, pour certains, que qu'on cherche un peu plus, un peu mieux et qu'on arrive à un diagnostic autistique. Ou alors on l'a des fois un peu avant, mais on continue à essayer de s'adapter et de masquer un peu parce qu'on est mal encadré. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai été encadrée par des psychiatres qui étaient incompétents par la suite et qui m'ont poussée, vu que je suis très bonne élève, à encore plus m'adapter, compenser. Parce que j'apprenais vite, j'apprenais bien, et donc ils m'ont poussé là-dedans jusqu'à ce que tout s'écroule complètement et que je ne sois plus capable de rien du tout. Euh, ou juste se préparer à manger, c'est une montagne, quoi. C'est l'Everest. Euh, Là, c'est l'été, enfin, c'est le printemps. Je dis c'est l'été parce qu'il fait 30 degrés et qu'il fait beau en plein mois d'avril. Là, je crois qu'on est. Alors, les dates, je suis nulle. Les jours, les dates, oui, voilà, on est en avril. Et en fait, il fait très beau et très chaud. Donc, du coup, ça me donne un petit peu plus envie d'aller prendre une douche.
Mais sinon l'hiver que j'ai passé dans le burn-out, impossible d'aller prendre une douche. C'était 2 douches en 1 mois. Une douche tous les 15 jours parce que j'avais rendez-vous chez la neuropsy et donc je me lavais le corps et les cheveux pour aller voir la neuropsy. Sinon c'était pyjama pilou pilou tout le temps. Impossible d'aller prendre une douche, de me déshabiller, d'avoir l'eau sur moi. C'était trop, une surcharge trop mentale, physique et sensorielle. Juste une douche. Impossible. Le corps, il a dit stop, niet. J'ai dû manger la même chose tout le temps, tous les jours, pour enlever la surcharge mentale, pour faire les courses, les mêmes choses, pour avoir mes repas à la même heure, créer une routine excessivement psychorigide et m'en tenir à fond dans mes horaires pour essayer de m'en sortir, de vivre un petit peu les journées. Donc c'était un lever à la même heure, c'était des repas à la même heure, les mêmes repas, donc avec les mêmes habitudes pour essayer de créer une espèce d'automatisme, puisque quand on est autiste, il n'y a rien qui est automatique chez nous. Les autres, ils ont des choses automatiques et des choses où ils se forcent à penser pour faire des trucs. Nous, il n'y a rien qui est automatique du tout. On est tout le temps en train de devoir tout penser, nos mouvements dans les fonctions exécutives, etc. Et quand on est en burn-out total, tout est très très compliqué. Rien que de se lever du lit, il faut se dire qu'il va falloir se mettre en position assise, qu'il va falloir après pousser sur les jambes, après se lever, après faire 3-4 pas, puis ensuite ouvrir la baie vitrée. Donc il va falloir prendre la main, tirer la poignée, forcer parce qu'elle est dure. Donc il faut une force pour pouvoir l'ouvrir. Puis se baisser, attraper les laisses, attacher les chihuahuas avec les laisses pour les faire sortir les uns après les autres. Attendre, ils s'en mêlent autour de poteaux, donc après il faut aller les démêler, les laisses. Et puis re-rentrer, fermer la baie vitrée qui est lourde, regarder s'ils ont de l'eau ou pas, sinon leur remettre de l'eau, faire 2-3 pas et repartir dans le lit, exténuer, éclater et dormir 3 heures d'affilée en ayant la nausée, la migraine, etc. Alors qu'on s'est juste levé pour sortir des chiens, les attacher à la porte d'entrée, quoi, à la baie vitrée. C'est même pas une balade ou quoi que ce soit. Et rien que ça, c'est trop. Mais il y a la journée à faire, et il faut pouvoir manger et se laver, etc. Donc mettre en place le fait quand on va à la baie vitrée, on prend la brosse à dents et on se brosse les dents en même temps qu'on les sort ou quoi. Essayer de mettre des stratégies en place pour pouvoir avoir un minimum d'hygiène, un minimum alimentaire, en prenant soin de soi, en prenant soin des chihuahuas le plus qu'on peut. C'est vraiment... Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, je n'aurais pas forcément de métaphore ou d'analogie pour l'expliquer, d'image, d'exemple. Je saurais pas vraiment comment l'expliquer aux autres pour ceux qui l'ont pas vécu. Je pourrais dire que c'est comme si on était en prison dans notre propre corps ou tétraplégique, mais je sais pas ce que vivent les tétraplégiques, donc je suis pas vraiment légitime non plus de donner cet exemple-là, et c'est peut-être pas pareil. Mais disons qu'on est en prison dans notre corps, dans notre propre corps, et c'est très compliqué de vivre cet état. On ne sait pas combien de temps ça va durer, si c'est pour toute la vie ou pas, si c'est pour un certain temps. On ne sait pas comment s'en sortir. Au début, on n'est pas d'accord, alors on va vouloir essayer de faire quand même un minimum de choses, au moins une activité ou quoi, et en fait c'est trop et le corps nous fait payer. Soit on peut pas le faire, soit on peut le faire, mais après voilà, vomissement, diarrhée, fièvre, machin, pendant 24 heures en PLS. Donc c'est compliqué d'accepter cet état sans savoir combien de temps il va durer, et puis pouvoir après, une fois qu'on a touché le fond et qu'on est à l'arrêt total, comment redémarrer ensuite au mieux en fonction de qui on est et puis avec notre autisme, et de pouvoir ensuite adapter l'environnement, les relations, les autres à soi. Donc là, ça fait plusieurs mois maintenant, c'est une remise à zéro complète pour moi, où il y a donc plus de travail depuis un bon moment, donc avec la hache, plus de relations amoureuses,
quasi plus de relations amicales. Je dis quasi parce que j'ai eu plus de relations amicales et je commence à en reconstruire, mais avec des personnes qui vont être différentes, atypiques, autistes aussi ou autres, mais qui vont plus comprendre la différence et compatir, où on va du coup créer des formes de binômes dans ces relations pour pouvoir s'adapter les uns les autres, mais sans que ça coûte trop à l'un ou à l'autre, qu'il y ait une forme d'équilibre. Et si jamais on ne trouve pas une entente, que c'est trop compliqué pour l'un des deux, on annule la sortie ou on annule ce qu'on a prévu parce que le but, c'est pas de pourrir la vie de celui qui va trop compenser. Et, et donc, ce burn-out autistique, cet effondrement, cet épuisement après la suradaptation prolongée de plusieurs années, va se traduire par donc une diminution importante de l'énergie qui est disponible au quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'on fonctionnait avec une certaine forme d'énergie à la base. On ne s'est pas écouté, donc on a fonctionné avec beaucoup plus d'énergie. Donc, si on doit comparer avec le compte bancaire, on a 1000 € sur le compte et en fait, chaque mois, on a gaspillé 10 000. Donc on était à moins 9 000, puis après à moins 19 000, etc., etc., etc. Donc on a eu une dette énorme et à un moment donné tout s'écroule, tout s'arrête, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, donc voilà, le corps s'arrête parce que on n'a plus du tout d'énergie et donc c'est ce que je vous disais, on a à peine d'énergie pour sortir son chien ou essayer de se faire à manger et même pas pour se doucher du coup parce que il faut faire des choix. Tu te brosses les dents, tu sors ton chien ou tu manges pour aujourd'hui. Le reste, on verra demain. Je vous dis ça en rigolant avec le sourire, mais voilà, c'est pour essayer de mettre un peu de légèreté dans tout ça, mais c'est vraiment compliqué. Ces difficultés à avoir l'impulsion d'initier les actions simples de routine de base, c'est quelque chose où quand on vit ça, quand on en arrive là, c'est compliqué. Quand on pensait être Wonder Woman, à avoir boulot, mari, etc., être belle-mère, à avoir des activités, du sport, et qu'on se retrouve aux routines de base à pêcher, à être en échec total, très très compliqué quoi, qu'on reste en pyjama toute la journée parce que rien que le fait de se dire de s'habiller, ça coûte de l'énergie énormément. Enlever un t-shirt, enlever un short, mettre un autre pantalon ou pull, etc. Changer les textures et les sensations sur soi, avoir ce froid ou ce chaud. Non, on reste du coup tel qu'on est parce que on s'en fout. C'est le dernier de nos soucis que de se dire qu'il faut se changer, s'habiller. On peut pas. On peut pas du tout. On a aussi la baisse de tolérance aux stimulations. Là où je vous parlais d'inviter des gens ou d'aller faire les fêtes de Bayonne ou les fêtes, une autiste aux fêtes de Bayonne. Hein, qu'est-ce qu'on m'a pas fait faire quand j'étais plus jeune, hein? Ces bruits, ces interactions, ces imprévus, là on tolère plus rien du tout. Du tout, du tout, du tout. Un tic-tac de pendule va nous brûler à l'intérieur d'un tympan. Le voisin qui va passer le rotofil, heureusement mon voisin il est super génial, à chaque fois qu'il doit passer le rotofil ou quoi, il m'envoie un petit texto, il me dit attention, je vais faire un peu de bruit. Ça me permet de pouvoir mettre le casque autistique et puis je suis préparée, je sais qu'il va y avoir du bruit, c'est top. Enfin pour ça, je pense pas qu'il regarde mes vidéos, si jamais il regarde, merci beaucoup. Mais c'est vraiment top du coup, parce que j'ai échangé avec lui, avec sa femme, je parlais de mon autisme et il l'a fait de lui-même. Je lui ai rien demandé, il a fait de lui-même d'envoyer ce texto et enfin je trouve ça fantastique quoi. C'est vraiment complètement adapté à moi et je suis très très reconnaissante. Un jour il faudrait que je lui dise à lui et à sa femme. Bon, je ferme ma parenthèse. Donc voilà, le bruit des interactions, les imprévus, une intolérance totale, un ralentissement cognitif. Le traitement de l'info va être beaucoup plus lent, on est dans un brouillard énorme. Avant, je pouvais appeler ma mère pendant 1 heure quotidiennement, tous les jours, prendre des nouvelles, etc. et en donner et tout. Ensuite, ça a été que 10 minutes, un appel sur une semaine. Et ça a été impossible de traiter les infos, ce qu'on me racontait ou quoi, d'enregistrer la mémoire, aucune mémoire, tout noter, etc.
très très compliqué, ou s'il fallait faire des courses et tout. Bon, déjà avant j'étais Miss List, mais là il fallait vraiment que j'écrive tout, le moindre truc que je pensais, genre il manque du papier toilette ou du liquide vaisselle, fallait absolument que je note à l'instant T, parce que sinon j'allais vraiment pas y penser. Et pour le noter, bah, quand on est en burn-out, il faut prendre le téléphone, aller, moi je m'envoie des autotextos, aller dans messages, dans moi-même, écrire PQ, envoyer le message et refermer le téléphone et poser le téléphone. Et ça, épuisement total, 2 heures de sieste. C'est terrible. Genre, je le dis en rigolant, etc. Mais c'est terrible pour ceux qui vivent ça. Franchement, courage, force, et ça dure un temps. Promis, c'est pas toute la vie comme ça pendant des années. Ça dure qu'un temps. Moi, je suis en train un peu, j'en sors un petit peu, mais je suis pas du tout sortie de cet état d'épuisement et du burn-out. Hein. C'est tout fragile où je me remets en marche un tout petit peu. Genre la voiture, on l'a fait cramer, on a roulé à fond, on a fait n'importe quoi. Elle était cassée à l'arrêt total. Et là, juste, je la démarre 5 minutes et je l'éteins. Je dis, c'est bon, elle démarre. À petite dose. Hein, parce qu'on veut surtout pas refaire péter la voiture. On sait ce que c'est. Ça se traduit le burn-out aussi par un retrait social marqué. Donc c'est ce que je vous disais. Moi, plus d'amoureux, plus d'amis, la famille, on verra dans 3 mois. Bon, pas de collègue travail puisque pas de travail. Et pas de blablatage avec les voisins ni rien. Juste bonjour vite fait, ou même pas bonjour si les voisins sont là. Ben, je sors même pas, j'attends qu'ils rentrent, j'y vais. C'était comme ça quand j'étais en épuisement total. Aucun... Voilà. Aucune sociabilité. Zéro. Zéro. On arrive déjà pas à manger, à se laver, à se doucher, à se brosser les dents. Alors aller parler avec des gens, c'est pas vital, quoi. Donc ouais, zéro, zéro. Je me suis rendu compte aussi que si j'avais un truc à demander aux voisins, quand je croisais, bah par rapport aux animaux ou autre, bon bref, une question logistique, mais en fait, j'arrivais et je posais ma question et je disais merci, et après je disais bonne soirée, vite fait, mais après je me suis rendu compte que j'ai même pas dit bonjour, ça va, non, rien que dalle. Question, réponse, au revoir. Terrible quoi. Passer pour une sauvageonne, mais bon, c'est comme ça. La perte totale des capacités de compensation habituelles, le masquage il est plus du tout efficace ou impossible. Hein. Au tout début du burn-out, c'est de moins en moins efficace, mais après on peut plus du tout masquer quoi que ce soit, ou on va masquer 2 secondes. Ça va, oui ça va, merci. Et t'es pas trop fatigué aujourd'hui, ou t'as fait quoi aujourd'hui? Et puis gros pleur. Et en fait non, ça va pas du tout. Voilà, on peut plus du tout masquer, on peut plus mentir, on peut plus faire semblant que ça va bien, on peut plus prendre sur soi pour rien du tout. Y a rien qui marche. Une augmentation énorme aussi de la fatigue après des activités qui étaient avant gérables. Donc ben bon, c'est ce que je vous disais, si par miracle on arrive à se faire à manger ou à aller faire pipi ou à se brosser les dents, et ben après sieste. Voilà, pour avoir juste fait ce geste-là. Ça se traduit aussi par des sensations de surcharge, même sans activité importante. Bon bah voilà, c'est encore une autre façon de dire la même chose. Et un besoin de solitude prolongée et de réduction des sollicitations. Bon bah voilà, c'est pareil, on dit la même chose, sous d'autres façons, d'autres mots, mais en gros c'est la même chose. Donc voilà pour cet épuisement et cet effondrement. Ensuite, bah la sortie du burn-out, elle se fait pas parce qu'on le décide. Plus on le veut, moins ça marche et moins ça vient. Ça fait vraiment une grosse remise en question sur soi. Moi, je sais que j'ai plein d'images et de pensées qui sont venues dans telle relation, dans tel métier, avec tel voisin, dans telle amitié, dans tel groupe social. Il y a plein de choses qui me sont revenues, où j'ai compris des traumas, des blessures. J'ai compris que je communiquais pas bien du tout en fait, que je me connaissais pas, voilà, c'est pas agréable à vivre du tout, c'est une énorme souffrance, mais ça m'a permis d'apprendre à me connaître, et maintenant que je sais qui je suis, maintenant que je comprends qu'il faut que je prenne soin de moi, et parce que j'ai pas le choix, mon corps il veut plus faire autrement. Sinon, au moins de faux pas, il va me remettre en PLS total. Et ben,
il faut adapter maintenant les gens, les relations et l'environnement à moi, et plus moi qui m'adapte aux autres. Et savoir communiquer, verbaliser, et surtout savoir se connaître, savoir sa dose d'énergie à la journée, comment gérer, etc. Et donc, bah, il y a des faux pas au début, comme un enfant qui apprend à marcher, qui va tomber, il y a des faux pas. Donc, à un moment donné, par exemple, j'ai fait une activité, je pensais que ça allait être... que ça allait le faire, que ça allait être tranquille. Donc je suis partie à la bibliothèque 2 heures. Il y avait une activité pour créer une petite publication, apprendre comment créer un fanzine sur le thème du féminisme et tout. On n'était que deux, c'était top. Donc voilà, 2 heures dans cet endroit calme et tout. Bon, au préalable, j'avais déjà fait une petite sortie bibliothèque à prendre un livre. J'ai repris un peu la lecture et tout ça. Donc là, je me suis dit, 2 heures dans cet endroit fermé, une bibliothèque, je suis pas en concert, je sais pas où, ou en plein milieu d'une terrasse bondée avec des gens. Euh, et après, j'ai dû faire 2, 3 courses. Ben, en fait, quand je suis sortie de la bibliothèque, déjà, je bâillais. Et j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Et les 2 heures, c'était trop. Alors que les 2 heures, je les ai pas forcément vues passer parce que j'étais contente de pouvoir reparler avec quelqu'un, etc. Et de créer cette activité tranquille au calme. Et j'aurais dû rentrer et dormir à ce moment-là. Mais j'avais les 2, 3 courses à faire. Sinon, le lendemain, je mangeais pas. Donc j'ai fait mes 2, 3 courses vite fait et puis je suis rentrée. Et puis après, il faut ranger les courses, ce qui fait prendre un peu plus de temps. Et du coup, bah, dans la nuit, voilà, je suis tombée malade avec nausées, vomissements, diarrhée jusqu'au lendemain un soir, pendant 24 heures, à devoir juste s'hydrater et à attendre, bah, sachant que ça passe et me dire, bah, merde, c'était trop. 2 heures de bibliothèque, c'était trop, apparemment, avec les courses et qu'il fallait choisir. Donc, bah voilà, j'ai appris par cette expérience que, bon, ben, c'était trop. Alors, j'ai fait plus gaffe la fois d'après où les beaux jours sont arrivés à fond. Je me suis dit, ben, j'allais bronzer à la rivière avec les chiens, etc. Mais pour aller bronzer à la rivière, là où avant, c'était une activité qui me ressourçait. Maintenant, vu que tout me coûte, et ben je sais que pour aller à la rivière, il faut que je prenne les chiens, faut que je prenne les laisses, il y a le sac à dos, il y a la gamelle, il y a l'eau, il y a les serviettes. Donc bon, après mon sac, je le laisse plus ou moins fait, où il y a juste l'eau à rajouter. Mais il faut que je pense à tout ça, il faut que je mette les chiens dans la voiture, il faut que j'aille sur le lieu, il faut ensuite qu'on marche en plein soleil. Puis après, bah, se poser, lâcher les chiens, donc ils écoutent pas, ça s'échappe pas, est-ce qu'ils sont en sécurité? Et puis au moment de partir, bah, réattacher les chiens, rentrer, etc. La route, la voiture et tout. Donc rien que pour une activité tranquille, paisible et tout, détente, ça fait quand même beaucoup de choses à penser, à faire, à gérer, et il peut y avoir des imprévus. Avec les chiens, il peut y avoir d'autres chiens, je peux croiser d'autres humains, avoir des interactions qui sont pas prévues. Une fois, je suis arrivée à la rivière à mon endroit et il y avait des vaches en face. Donc les chiens commençaient à aboyer sur les vaches et tout, bon, bah, loupé pour la tranquillité, hein, le bruit, le bordel et le stress, c'est tombé. On était plus dans production cortisol, système nerveux hein, à fond les ballons, plutôt que de calmer et de poser tout ça tranquillement, à faire mes petits mots fléchés en entendant le bruit de la rivière, hein, gros carnage. Une autre fois où je me suis posée tranquille, après, bah, il y a un couple de gens qui est arrivé, donc j'étais en maillot, alors bah, s'habiller, parler vite fait avec les gens, bon, c'était super avec leurs chiens, on n'a pas trop parlé longtemps, mais c'est une interaction sociale qui n'était pas prévue. Donc faut faire attention à toute cette énergie gaspillée et tous les imprévus qu'il peut y avoir. Donc bah, ça fait cogiter aussi à essayer de penser aux imprévus. Et du coup, bah, là où en temps normal, j'aurais pu passer, en temps normal d'avant, j'aurais pu passer une journée complète entière à la rivière, voilà, des heures et des heures, manger, boire, faire des activités, des mots fléchés, écouter des podcasts, faire la sieste et tout ça. Et ben maintenant, je me suis mis un cadre de... Il y a tout le trajet avant, avec toute la mise en place. Et je me suis dit, 1 heure et demie sur place, max 2 heures. Et ensuite, je rentre. Si j'ai des signes avant, que je baille, que je sens que je suis pas bien, je rentre. Et donc, bah, j'ai fait ça sur 4 après-midi, à y aller 1 heure et demie. Et quand je suis rentrée, ben, il y a une part de moi qui était frustrée parce que j'aurais voulu rester plus longtemps, etc. Elle me dit, mais comment ça, il est 15 heures et je rentre chez moi. Bah, 13 h 15 h c'était bien assez, parce que bah, une fois que je suis rentrée, que j'ai rentré les chiens, les laisses, machin, voilà, vider
pas tout mon sac, le garder pour le lendemain, mais vider, ranger les bouteilles d'eau et tout ça. Et puis bah, après la douche, le pyjama, machin et tout. Bah, épuisement total quoi. Et heureusement je prépare à manger un peu avant ou quoi, je m'organise. Donc du coup ben finalement c'est unique et que 2 heures, petites heures sur place sont bien assez. Sont bien assez, il faut pas plus quoi. Hein, même 1 heure ou 1 heure et demie, c'est peut-être même mieux que deux. Deux, c'est peut-être un peu ambitieux. Donc voilà, apprendre à se connaître, à découvrir ce rythme plus lent. Faire le deuil, c'est un deuil immense à faire sur la soi d'avant. Et puis ben, se découvrir maintenant. Et c'est comme si c'était impossible de pouvoir, une fois qu'on a enlevé le voile de l'illusion, c'est impossible de le remettre. On aimerait pouvoir remettre en disant non mais ça va, ça va, ça va, je suis pas du tout autiste et puis je peux aller faire des courses, voir la famille, faire ci, je veux refaire comme avant. Ben on peut plus. Une fois qu'on est au courant, qu'on sait et que le corps il a dit stop, on peut plus. Donc ben maintenant ça va être à découvrir, tout à découvrir. Découvrir qui je suis, ce que j'aime manger, ce que j'aime pas manger, ce qui me fait du bien à mon corps ou pas dans l'alimentation, par rapport à l'hygiène, par rapport au sommeil, tous les rythmes, toute la routine, par rapport aux animaux. Et puis ensuite partir de moi et puis ensuite élargir et ensuite dans les relations poser des cadres, tant d'heures, le tant de minutes, l'appel tant de temps, la visite tant de temps, la sortie tant de temps, les courses tant de temps et voir le plus petit possible. Et des fois on croit que c'est petit et ça ne l'est pas, comme ma sortie bibliothèque où ça ne l'était pas. Et essayer de faire le plus petit possible pour que ça soit bénéfique, qu'on en tire du bon. Et que ben, le surlendemain, ou quoi, pas le lendemain on se repose. Mais le surlendemain, ou 3-4 jours après, ou une semaine après, on peut refaire une petite sortie pareille, ou une petite activité, pour que ça soit positif, que le cerveau il comprenne que c'est positif, le corps aussi comprenne que c'est positif, et au lieu de créer du stress, de cortisol et tout, et avec le système nerveux qui s'emballe, créer plutôt les endorphines, la dopamine, l'ocytocine avec les personnes qu'on aime, ou nos animaux, et faire que ça soit du coup cool et du kiff de faire une activité ou une sortie ou un coup de téléphone, voilà, une relation avec quelqu'un, parce que c'est un petit temps géré. Et pas genre on s'appelle 10 minutes et en fait ça dure 1 heure et ça fait 50 minutes que ça va pas du tout et pendant 50 minutes tu le sais que ça va pas du tout et tu subis et tu penses, t'as pas envie de raccrocher à la gueule de la personne. Tu dis que c'est un manque de respect, mais pourtant t'avais prévenu que c'était que 10 minutes, mais l'autre il dépasse parce qu'il blablate et tout, et au final tu pètes un câble et t'écoutes quasi plus rien, et tu te dis bon bah pendant ce temps-là, tant pis, je suis en même temps d'autres choses avec le haut-parleur, et au final ben la personne elle a enfin fini de parler, de raconter sa vie, et puis tu raccroches, et t'as la nausée et envie de vomir, et tu devais manger et tout, et en fait tu peux plus manger, et parce que ça va pas, parce qu'on t'a manqué de respect, on n'a pas respecté ton cadre, et que toi-même tu t'es manqué de respect, t'as pas respecté ton cadre. Des fois ça foire parce qu'on sait pas comment faire. Si on prévoit 10 minutes de téléphone que l'autre parle, et comment l'arrêter, lui dire stop, quand intervenir, est-ce qu'on coupe en disant oh j'ai pas fait exprès, y a pas de raison, mais je t'avais dit que 10 minutes. Bon du coup, quelle stratégie adapter? C'est compliqué si l'autre joue pas le jeu aussi. De respecter le cadre, hein, ou si c'est une visite, si c'est tentant, c'est tentant. Bon, ça c'est une vidéo que j'ai faite sur le cadre, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, sur Malidside, sur comment poser un cadre. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le burn-out, sur l'effondrement, l'épuisement, la compensation, les masques et tout ça. J'ai fait un peu le tour, hein, le boulot, la famille, les amis, les loisirs et tout. Et puis ben, quand on est au fond du seau, chez soi, c'est déjà bien assez là, ça fait assez de minutes, 40 minutes, c'est déjà pas mal. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais sortir mes petits loups, je pense. Ça y est, ils ont fini la sieste. Je vous souhaite énormément de courage et je vous envoie tout mon amour pour ceux qui sont en plein burn-out. Ceux qui sont complètement épuisés, effondrés au fond du seau, là, force à vous. Je compatis, je sais énormément ce que c'est. Et
et un jour, par miracle, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, le retour des beaux jours, ou j'en sais rien, quelque chose qui se passe, et on a la motive de ressortir. On arrive à initier cette impulsion-là de vie, où le corps est OK à redémarrer, mais il faut pas faire le con. Faut vraiment pas jouer avec lui, parce que voilà, on est pris en otage par le corps qui dit au moins de faux pas, je te loupe pas. Je te dégomme, je te sèche pendant 3 mois au lit. donc voilà, essayez de garder quand même espoir au fond de vous que c'est pas pour toujours. Et courage, 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 courage. Et prenez soin de vous, écoutez votre corps. Le corps, voilà, hein, c'est lui qui donne les signaux. Si ça baille, s'il y a la migraine, s'il y a des nausées, s'il y a des douleurs, s'il y a quoi que ce soit, écoutez vraiment le corps. Et à l'inverse, si les poids sont relâchés, si on est détendu, si on sent que tout va bien, si on a faim, voilà, si on sent qu'on a de l'énergie et tout, bah, ça donne plutôt des indices, des bonnes indications sur le fait que c'est OK. Donc écoutez le corps, il vous dira si c'est bon ou si c'est pas bon, et courage à vous, courage à nous, je m'inclus aussi dedans, je suis en petite sortie, et j'espère ne pas faire n'importe quoi, et pouvoir après ben, essayer de vivre un minimum ma vie, au lieu d'être une larve dans mon lit qui pense qu'il sert à rien, nul, voilà, sans intérêt, à la limite déprimé parce que ben, on n'arrive pas à se lever. Et c'est une étape nécessaire pour se reconnecter à soi, et pour faire le bilan avec soi-même, et pour se connaître. C'est comme une table rase, en fait, ce burn-out. C'est une table rase. C'est tout ce qu'on a construit là, la maison, elle s'est effondrée parce qu'il n'y a rien qui va. Maintenant, il faut repartir à reconstruire notre maison. Alors, on ne sait pas comment, parce que on sait juste ce qui a fait que ça foire. On sait juste les matériaux à plus utiliser, les artisans à plus appeler, etc. Mais on ne sait pas qui a appelé, quel matériel utiliser, on ne sait pas encore, on n'a pas les clés. Voilà, le burn-out, ça permet de faire une table rase entre le avant où on avait une façon de fonctionner et en fait ça allait pas du tout. Donc on remet tout à plat à zéro, et maintenant il faut apprendre une autre façon de fonctionner pour que ça aille. Et je vous souhaite de trouver votre façon de fonctionner. Pardon. Je vous souhaite de trouver oui, votre fonctionnement, qui vous êtes. Chaque autiste a sa propre forme d'autisme, donc je vous laisse découvrir votre autisme qui est propre à vous, vos besoins, vos limites, vos envies, ce qui vous surcharge ou pas, votre énergie, et voilà, bonne découverte à vous, bonne rencontre à vous, courage pour enlever ces masques et ces conditionnements, et essayer de vous découvrir vous, et pour pouvoir après tout adapter à soi, et pour éviter qu'on retombe tous et toutes dans des états comme ça de burn-out autistique, d'effondrement, et où on n'est plus bon à rien pendant 10 semaines, quoi. Donc voilà. Merci pour votre écoute, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous si vous voulez, mettez un j'aime si vous voulez, commentez si vous voulez. Les commentaires, c'est que pour les personnes qui sont abonnées, les autres personnes ne peuvent pas commenter. Voilà, merci beaucoup, bon après-midi ou bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais pas quand c'est que vous allez m'écouter ou me regarder, et à bientôt. Salut, salut!